Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD l'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 2 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et liker la vidéo. En France, la tempête Ciarán a fait des ravages dans le nord-ouest. Des rafales à plus de 200 km/h ont été enregistrées en Bretagne. Des milliers de foyers étaient sans électricité à 7 h ce matin. Les dégâts sont toujours en train d'être constatés. 2 personnes de nationalité moldave ont été arrêtées à Paris pour avoir dessiné une quinzaine d'étoiles de David avec un pochoir. Elles affirment avoir agi sur demande d'un tiers. Ces actes ont été qualifiés de dégradation aggravée en raison de l'origine ou de la religion. Cependant, les responsables de 60 autres étoiles de David découvertes à Paris et en Île-de-France n'ont pas encore été identifiés. Et un imam de Beaucaire a été interpellé à l'aéroport de Marseille pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Il aurait diffusé des messages faisant promotion de la violence contre les juifs, notamment en relayant un hadith appelant à les combattre. Il sera traduit en justice prochainement. Et plusieurs cadres de la CGT seront jugés en 2024 pour abus de confiance et blanchiment aggravé, selon des informations de Libération. Cette affaire met la nouvelle dirigeante de la CGT, Sophie Binet, dans une position délicate. Le rapport fait état d'un préjudice financier d'environ 865 000 €. L'affaire sera jugée en septembre 2024 au tribunal correctionnel de Bobigny. Et je laisse maintenant la parole à Anthony, qui va nous parler un peu du Kazakhstan. Anthony, c'est à vous. Bonjour à tous. Avec ses vastes réserves de pétrole, le Kazakhstan s'est déjà imposé comme un fournisseur de brut de remplacement pour les pays européens qui ne peuvent plus compter sur l'approvisionnement russe. Mais c'est aussi comme un maillon important de la nouvelle route commerciale Chine-Europe qui contourne la Russie. Et Moscou, justement, a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant à l'activité diplomatique croissante de l'Occident dans les pays de l'ex-Union soviétique d'Asie centrale. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré la semaine dernière que l'Occident essayait d'éloigner les voisins, amis et alliés de la Russie. Face à ces tensions, le Kazakhstan maintient une diplomatie équilibrée filtrant à la fois avec l'Occident et ses voisins frontaliers. Et ce mercredi, le président Emmanuel Macron s'est rendu sur place pour une visite qui n'était pas qu'une simple courtoisie. À son arrivée au Kazakhstan, Emmanuel Macron a appelé à un renforcement du partenariat stratégique avec ce pays d'Asie centrale, riche en ressources naturelles. Voici les détails. Mercredi 1er novembre, le président Emmanuel Macron est arrivé au Kazakhstan, première étape de son voyage en Asie centrale, une région longtemps considérée comme l'arrière-cour de la Russie et qui a attiré l'attention de l'Occident depuis le début du conflit en Ukraine. Le président a salué le refus kazakh de prendre la route de la vassalisation derrière quelques puissances, alors que le Kazakhstan est allié de Moscou et proche de Pékin. Macron a également souligné les défis géopolitiques auxquels le Kazakhstan est confronté, notamment en rapport avec la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie. Comme les autres républiques centra-asiatiques, le Kazakhstan a gardé une position diplomatique équilibrée, veillant à garder de bonnes relations tant avec l'ex-puissance tutélaire russe qu'avec l'Occident. La France vous regarde avec beaucoup de considération, de respect et d'amitié. Menez ce chemin qui, je le crois très profondément, est un chemin d'avenir. Celui qui consiste à bâtir une route pour votre pays qui refuse d'être celle au fond de la vassalisation derrière quelques puissances, mais de construire des partenariats multiples et équilibrés avec plusieurs d'entre elles au service de votre peuple. Le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, où Macron s'est rendu mercredi dans la soirée, ont refusé de reconnaître l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie et se sont engagés à respecter les sanctions occidentales contre Moscou, tout en qualifiant la Russie et les pays occidentaux tels que la France de partenaires stratégiques. Outre le pétrole, le Kazakhstan est un important exportateur d'uranium et la société française Orano exploite déjà une coentreprise avec l'entreprise nucléaire publique Kazatomprom. Le gouvernement kazakh a déclaré que les deux parties prévoyaient de discuter de la coopération énergétique, du commerce et des questions régionales et mondiales. La visite d'Emmanuel Macron au Kazakhstan est riche en symboles et en enjeux. Mais dans cette équation complexe de la géopolitique, le Kazakhstan n'est pas un simple pion. Il est aussi allié de 2 géants mondiaux à ne pas négliger, la Russie et la Chine. Alors la France joue-t-elle avec le feu en renforçant ses liens avec un pays qui marche main dans la main
avec ces deux puissances. La stratégie française en Asie centrale, bien que prometteuse sur le plan économique et diplomatique, n'est pas sans risque. En tissant des liens étroits avec le Kazakhstan, la France pourrait être davantage exposée à l'influence indirecte de Moscou et bien sûr de Pékin. Ce ballet diplomatique, s'il est mal dansé, pourrait mettre Paris dans une position délicate. Le Kazakhstan, lui, a montré sa capacité à maintenir un équilibre entre ses différents partenaires. Mais la grande question reste, comment la France naviguera-t-elle dans cette mer agitée? En tout cas, une chose est certaine, en renforçant son partenariat avec le Kazakhstan, la France fait un pari audacieux. Après tout, comme on dit, qui ne tente rien à rien, mais à quel prix? Seul l'avenir nous dira si ce mouvement était une main maîtresse ou un coup risqué. Merci Anthony. Et dans le conflit en cours entre Israël et le Hamas, la France exprime une profonde inquiétude face au bombardement du camp de réfugiés de Jabalia dans la bande de Gaza. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a constaté un nombre élevé de victimes civiles. Le roi Charles III est en visite officielle au Kenya, après avoir prononcé des mots condamnant les abus coloniaux des Britanniques dans le pays. Le roi poursuit son programme, il a prévu de rencontrer des entrepreneurs, des jeunes et de visiter des lieux symboliques. La commission électorale du Sénégal a demandé la réhabilitation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales pour qu'il puisse se présenter à la prochaine élection présidentielle. Cependant, cette demande a été rejetée par le gouvernement au pouvoir. Ousmane Sonko a été radié des listes électorales en raison d'une condamnation dans une affaire de mœurs. Il est actuellement emprisonné sur d'autres chefs d'inculpation et affirme que ces affaires sont des complots pour l'écarter de la présidentielle. Et on passe aux actualités sur la Chine. Vladia, on vous écoute. Aujourd'hui, on va parler de la censure de Pékin à l'étranger et plus particulièrement dans le domaine des arts du spectacle. Bonjour à tous. Comme je vous le disais déjà il y a quelques jours, le bras long de la censure chinoise a atteint la Corée du Sud. Les principaux théâtres de Séoul refusent désormais de louer leurs salles à Shanyun, une compagnie d'art de la scène basée aux États-Unis, dont la danse et la musique dépeignent la Chine avant le communisme. Une enquête de The Epoch Times montre que l'ambassade de Chine en Corée menace depuis des années les théâtres coréens de représailles économiques et politiques s'ils laissent Shanyun se produire. En 2016, KBS, qui a la propriété du radiodiffuseur national coréen, a annulé un contrat avec Shanyun après que l'ambassade de Chine lui a envoyé une lettre l'avertissant que, je cite, « cela nuira aux relations entre la Corée et la Chine si le théâtre continue à donner des représentations de Shanyun ». Une décision de la Cour coréenne dans cette affaire a explicitement souligné les représailles économiques potentielles de Pékin, déclarant que si KBS ne peut pas exporter ses contenus de diffusion vers la Chine, elle pourrait subir d'énormes pertes. Mais la Corée n'est pas la seule démocratie dans laquelle le PCC utilise son influence politique et économique pour censurer les arts. Les ambassades chinoises ont envoyé des lettres similaires pour tenter d'empêcher Shanyun de se produire à des théâtres et à des élus en Europe, en Australie, aux États-Unis et au Canada. Dans un cas, en Espagne, l'ambassadeur de Chine a admis avoir personnellement averti un théâtre à Madrid qu'il perdrait le marché chinois s'il n'annulait pas Shanyun. Mais pourquoi un si puissant régime utiliserait-il toutes sortes de tactiques pour interférer avec un spectacle de danse classique chinoise ? Shanyun décrit sa mission comme étant de faire revivre la culture traditionnelle chinoise, vieille de 5 millénaires, qui a été largement détruite par des décennies de régime communiste. Les artistes du groupe pratiquent également le Falun Gong, une discipline spirituelle de méditation dont les pratiquants sont persécutés par le régime chinois. Certains membres de la compagnie ont eux-mêmes fui cette persécution religieuse ou ont des membres de leur famille encore emprisonnés en Chine. Outre les danses représentant des scènes des dynasties impériales et des classiques littéraires, certaines pièces du spectacle décrivent également l'histoire des pratiquants de Falun Gong en Chine aujourd'hui ou les attaques contre les temples bouddhistes pendant la révolution culturelle. L'ouverture de ce spectacle basé sur la culture, l'histoire et la spiritualité chinoise l'a placé sur la liste des cibles du PCC. Mais dans le même temps, ce sont ces valeurs qui ont attiré des millions de spectateurs dans le monde. Shanyun se produit aujourd'hui dans près de 200 villes et 20 pays chaque année. Si les campagnes de censure du PCC ont échoué dans la plupart des pays, elles ont réussi en Corée. Les pays touchés par cette censure font face à un choix dans l'histoire actuelle, se plier aux pressions du PCC ou défendre des valeurs partagées par le monde libre.
Et quand je parle du monde libre ici, ce n'est pas une expression artificielle. On parle très concrètement de liberté et de résistance face à un gouvernement qui veut dominer le monde, et c'est bien de la Chine communiste qu'il est question ici. Merci à tous. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec une invitation, celle d'écouter ou de réécouter, dans le contexte actuel, des chants militaires français. Leurs valeurs fondatrices sont la discipline, la loyauté, le devoir, l'altruisme et la fraternité. Cette fraternité et cet altruisme valent autant pour les civils que pour les camarades de mission. L'héritage de ces chants militaires nous permet de nous reconnecter à des valeurs souvent perdues dans la société moderne. Si vous voulez en écouter quelques-uns, des liens vers 2 articles sur ces chants sont en description et en message épinglé sous cette vidéo. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Excellente journée à tous.